Alors, Kubrick, parlons-en. On est en 1963. Kubrick termine Docteur Folamour, qui était d'ailleurs projeté il y a 2 ans en ciné-club sur une gigantesque apocalypse nucléaire, qui va faire le lien avec le film suivant qu'il veut aborder, qui sera un film de science-fiction. Comme vous le savez, certains d'entre vous, Kubrick s'est essayé à peu près à tous les genres dans le cinéma, et il veut vraiment avoir son propre film de science-fiction. Et évidemment, il est hors de question de faire un film de science-fiction comme ceux qui sont déjà en vigueur depuis les années 50, qui sont soit des films de série B, d'aventure, souvent un peu modestes au niveau et rudimentaires au niveau des effets spéciaux, soit des films qui généralement sont des sortes de contes philosophiques, des fables qui, sous prétexte de visiter les étoiles, etc., ne font rien d'autre que parler de leur époque, et notamment justement de la guerre froide. Kubrick a envie de parler de l'intelligence extraterrestre, c'est un sujet qui l'intéresse, et de l'impact qu'aurait la découverte d'une vie extraterrestre sur l'humanité. Il veut aussi situer ça dans un avenir relativement proche, donc il choisit l'année 2001, et il va se mettre en quête d'un scénariste. Kubrick, depuis un certain temps, ne fait qu'adapter, il n'a jamais voulu écrire de scénario originel. Et il jette son dévolu sur Arthur C. Clarke, qui est un auteur déjà un peu renommé de science-fiction, et qui va lui proposer un certain nombre de ses écrits qui vont être la plupart rejetés, sauf une petite nouvelle qui s'appelle La Sentinelle et qui part de ce principe d'une balise qui serait posée sur la Lune et qui enverrait un signal au moment où l'homme atteint la Lune vers une entité supérieure. Kubrick décide donc de travailler en partenariat avec Arthur C. Clarke, et une idée assez originale. Il lui propose l'écriture d'un scénario et que Clarke, de son côté, travaille à un roman. Donc il y a une double écriture qui est assez intéressante, un scénario et un roman qui racontera exactement la même histoire, mais avec, au final, quelques complémentarités, on va dire, et surtout un roman qui sera beaucoup plus explicite pour Clarke. Clarke écrit son roman, travaille avec Stanley Kubrick. Le projet va prendre tellement de temps dans sa réalisation qu'à un moment, Clarke va demander l'autorisation à Kubrick de sortir son roman avant la sortie du film, ce que très intelligemment Kubrick refusera. Et donc le roman sortira quasiment au même moment. Ce sera un gigantesque succès pour Clarke, qui en fera au final une tétralogie, puisqu'après 2001, il sortira 2010, puis 2061, et enfin 3001 en 1997, qui va clore cette tétralogie. Donc pour le tournage, le film est entouré du plus grand mystère. À cette époque-là, Stanley Kubrick est déjà à Londres, il ne quittera plus jamais l'Angleterre, il s'y est installé quelques films auparavant, et il engage des comédiens absolument inconnus, ce qui va lui permettre de verrouiller encore plus la communication, et des comédiens qui sont assez déconcertés par les instructions qu'il leur donne, puisque il s'agit de jouer de la manière la plus neutre possible, la plus détachée, et ils ne sont pas vraiment sûrs de ce que Stanley Kubrick leur demande. La paye étant très bonne, ils font ce qu'on leur demande, mais ils ne sont absolument pas convaincus, et un certain nombre témoignera plus tard qui pensent Stanley Kubrick qui est un petit peu à côté de la plaque et qui ne sait pas exactement où il va. Le tournage est très long. Alors on a un premier tournage qui dure 6 mois, de mai 65 de décembre 65 à mai 66, et qui nécessite d'assez gros moyens, notamment au niveau de la construction des décors. Vous avez tout le décor du Discovery, cette gigantesque centrifugeuse qui a demandé un très grand nombre d'ingénieurs et d'experts, qui fait 50 mètres de diamètre, qui fait 50 tonnes, quelque chose d'absolument gigantesque. Et un travail aussi sur les prises de vue pour tout le prologue sur l'aube de l'humanité, où Kubrick cherche un décor. Il veut un décor naturel avec, évidemment, puisqu'il cherche toujours une image qui soit singulière, il ne veut pas que ce décor fasse les deux options des décors rocailleux, c'est soit un décor biblique, soit un décor de western. Donc il cherche partout quelque chose qui ne soit ni l'un ni l'autre, et il va trouver en Afrique de l'Ouest un paysage parfait. Il est impossible de déplacer toute l'équipe là-bas, donc il va y avoir des prises de vue qui vont être ensuite reprojetées en studio, là où les hommes singes joueront devant.
Donc c'est un travail très important, très fin. Ils arrivent à mettre en place une surface réfléchissante qui permet d'absorber la lumière et les décors sont directement projetés sur les comédiens qui jouent les hommes singes et qui en fait, grâce à un jeu de lumière et puis de cadrage, parviennent on n'arrive pas à voir que c'est projeté sur eux. Donc après ce tournage-là, pour tout ce qui est des costumes et des décors, Kubrick, comme à chaque fois, et ça va être de plus en plus vrai pour tous les films à venir, convoque tous les spécialistes. Il lit une littérature extrêmement importante, il convoque des ingénieurs de la NASA pour avoir des architectures, des costumes, des accessoires qui soient les plus scientifiques et les plus crédibles possibles. Donc il cherche vraiment à donner une touche authentique à tout son projet. Et il ne convoque pas du tout les habituels collaborateurs des studios d'Hollywood, tous les décorateurs, etc. Il est entouré de personnes qui travaillent réellement dans l'aéronautique. Après ce premier tournage, il va y avoir toute la partie consacrée aux effets spéciaux. De ce point de vue-là, le film, rien que sur tout ce qui est de l'aspect technique, va vraiment révolutionner le rapport aux effets spéciaux. Il y a 205 plans à effets spéciaux et Kubrick calcule que pour chaque effet spécial, il y aura une dizaine d'étapes à mettre en place et que même certaines des étapes vont nécessiter plusieurs parties. Et donc, il détermine un planning de 16 000 étapes sur tous les plans qu'il va devoir tourner, ce qui nécessite une coordination évidemment très importante. Il a 110 techniciens qui travaillent avec lui pendant 4 ans à temps plein, notamment un QG avec justement une coordination pour savoir quel plan est travaillé à quel moment, parce que certains plans sont travaillés, puis ensuite, des mois plus tard, on revient dessus, donc il faut qu'on sache exactement où on en est. Donc c'est un travail colossal et de coordination que Stanley Kubrick arrive parfaitement à gérer. Donc tous les effets vont être tournés avec de très nombreuses expérimentations. Les maquettes des vaisseaux sont construites à différentes échelles en fonction des plans qu'il va mettre en place. Et il va, pour pouvoir obtenir une bonne profondeur de champ et une absence de saccade dans les mouvements des maquettes, du fait notamment qu'il ne puisse pas compenser avec beaucoup de lumière, puisque ça se passe dans l'obscurité de l'espace la plupart du temps, il va tourner la plupart des séquences où on voit des maquettes en mouvement à 4 images secondes. Ce qui fait qu'évidemment, quand vous filmez une porte qui descend, c'est un tournage de 6 heures d'affilée, par exemple. Et il explique que sur le plateau, il dit que regarder le plateau en action, c'est comme regarder la grande aiguille d'une horloge. On a l'impression que ça bouge absolument pas. Et donc c'est un travail vraiment de fourmi comme ça qui va expliquer la durée du tournage, puisque de mai 66 jusqu'à 68, il ne consacrera son travail qu'aux effets spéciaux. Donc forcément, ça inquiète un petit peu les studios. Kubrick aimerait bien pouvoir rallonger encore d'1 an, mais les finances sont épuisées. Il est déjà passé d'un budget de 6 millions de dollars prévu à 10 millions 5 et 16 mois de retard sur le planning. Et il arrive à achever tout ce qu'il veut et à finaliser le film. Donc le film sort en 1968. Les premiers accueils sont vraiment très négatifs. Le studio et la MGM voient le film à Washington en 68 et l'accueil est assez glacial. Ils sont assez embarrassés par ce qu'ils voient, puisque, si vous voulez, on a un blockbuster expérimental. Donc il y a vraiment des choses qui sont assez incompatibles et qui refroidissent beaucoup les distributeurs en se demandant ce que ça va donner. La première à New York, elle aussi, est vraiment un four. Sur les 1500 personnes présentes, il y en a 250 qui partent au moment de l'entracte. Donc Kubrick est très inquiet. Et il retourne en salle de montage et il coupe 19 minutes du film original. Donc la version là qu'on voit, il y avait 19 minutes supplémentaires à l'origine, notamment des séquences sur l'aube de l'humanité et puis quelques séquences de vie quotidienne à bord du vaisseau Discovery. Et le film sort donc à l'international. Et là, malgré toutes les craintes, le film est un gigantesque succès, notamment, je reviens sur ce que vous disiez, madame, grâce à la jeunesse qui, justement, est totalement subjuguée par ce film. Le bouche à oreille fonctionne beaucoup. Et les distributeurs, les cinémas se rendent compte que certains jeunes viennent voir le film et viennent le revoir et ramènent avec eux d'autres personnes. Et c'est ce qui fait que le film est un grand succès. Le film, évidemment, est devenu un très grand classique.
est une référence absolue dans le monde du cinéma, tant techniquement que, évidemment, pour toutes les très nombreuses interprétations auxquelles il a donné lieu. Il fait parler depuis 50 ans. Et c'est un film qui est devenu l'étalon-maître du film de science-fiction. Chaque fois qu'un auteur sort un film de science-fiction, il y a toujours ce spectre de 2001. Comment se situe-t-il par rapport à 2001, l'Odyssée de l'espace? Andrei Tarkovsky, qui n'a pas aimé le film, va sortir en 1972 Solaris, qui est sa réponse du film de science-fiction à Kubrick. Et c'est très intéressant de comparer les deux films. Et aujourd'hui encore, on voit vraiment l'influence qu'a eu Kubrick sur les cinéastes. Il suffit de voir le cinéma de Christopher Nolan, par exemple, Interstellar, qui doit énormément à 2001. Et très récemment encore, le dernier film de Damien Chazelle, First Man, vous avez notamment une séquence très claire de valse en orbite avec la musique qui accompagne le mouvement des vaisseaux et qui est évidemment un hommage à Stanley Kubrick. Parlons maintenant du film. Si on essayait d'expliquer l'histoire, on pourrait la résumer assez simplement. À l'aube de l'humanité, vous avez un monolithe, un objet qui a été délibérément installé par une entité supérieure et qui va avoir une influence sur l'homme-singe, puisque vous le voyez, avant le monolithe, il était végétarien, il vivait dans la crainte des bêtes sauvages et une crainte aussi un peu de la nuit qu'il observait avec une certaine appréhension. Et après avoir été en contact avec ce monolithe, il y a un bond au niveau de son progrès, et il va découvrir l'usage de l'outil à travers cet os, et ça va lui permettre d'accéder à un nouveau stade de son évolution. Raccord, nous arrivons en 2001, et là, nous avons un deuxième monolithe qui, cette fois, a été enterré sur la Lune, et qui est cette fameuse balise qu'on avait dans la nouvelle initiale de Clarke, qui vient annoncer que l'homme a réussi à aller au-delà de la Terre, à mettre un pied sur la Lune, et ce monolithe lance un signal, un bruit strident, et indique à l'homme une nouvelle destination, Jupiter. Un troisième monolithe est placé en orbite de Jupiter et permet à la personne qui y accède d'atteindre une autre dimension par le biais de cette très longue séquence qu'on appelle la porte des étoiles. Et cet homme va se retrouver dans une chambre qu'on pourrait comparer, si vous voulez, à ce que les hommes font avec les animaux dans les zoos. L'idée, ce serait la suivante: quand on met des animaux dans des zoos, ils sont hors de leur habitat naturel et on va leur aménager un bassin, des lianes, qui leur permettent d'être familiarisés. L'idée de cette chambre du XVIIIe siècle, ce serait une chambre, un univers clos dans lequel l'homme serait encore familiarisé avec ce qui représente pour les entités qui l'accueilleraient une image de la civilisation humaine. Dans cette chambre, il va vieillir de manière accélérée. Il n'est pas possible de déterminer s'il y reste jusqu'à la fin de sa vie ou si sa vie se passe rapidement. Il y a un très beau jeu de champ contre champ et surtout une gestion des ellipses, beaucoup d'ellipses dans le film, qui fait qu'on n'a pas les moyens de déterminer temporellement la durée réelle de cette existence dans cette pièce, si ce n'est que, évidemment, le rapport au temps est complètement différent de celui qui est celui des hommes. Il meurt et renaît, on a une sorte de résurrection, sous la forme d'une entité, cette fois encore supérieure. On aurait un nouveau bond dans l'évolution de l'humanité, et il devient ce qu'on a appelé le fœtus astral, cette nouvelle incarnation de l'homme qui rejoindrait ou au moins se retrouverait en vis-à-vis avec la Terre dans cette ultime image, avec une dernière présence du monolithe dans cette pièce qui lui permettrait un nouveau bond dans son évolution. Voilà pour l'histoire. Kubrick a accepté de donner quelques pistes. Il a surtout essayé de verrouiller au maximum toutes les interprétations parce qu'il expliquait que ce qui l'intéressait, ce n'était pas d'expliquer les choses, mais c'était d'essayer, au contraire, que chacun puisse avoir sa propre expérience. La première chose qui est intéressante à dire par rapport à tout ça, c'est la série de renoncements qu'a fait Kubrick au fur et à mesure de l'avancée du projet. J'ai parlé des 19 minutes qu'il a coupées, ça c'était surtout pour le rythme. Mais en matière d'écriture, il y a énormément de choses qui ont été retranchées. Au départ,
il avait prévu une voix off, par exemple, qui expliquait notamment dans L'Aube de l'humanité l'évolution humaine. Chez Kubrick, la voix off est une constante. Hein. Elle est dans 9 films sur 12 dans sa filmographie sont accompagnés d'une voix off. Donc on sait que c'est quelque chose auquel il tient. Il décide à un moment de renoncer à la voix off. Pareil, il avait interviewé un très grand nombre de scientifiques et il y avait une dizaine de minutes, voire un quart d'heure d'interviews de scientifiques face caméra, en noir et blanc, qui expliquaient la crédibilité de la potentialité d'une vie extraterrestre. Hein, à savoir que, vu le nombre d'étoiles, vu le nombre de galaxies, vu les conditions qui existent sur Terre pour l'émergence de la vie, il y a, d'un point de vue ne serait-ce que statistique, toutes les chances qu'une autre vie puisse exister, et vu le rapport au temps, qu'une vie extraterrestre puisse avoir émergé, et si elle existe depuis infiniment plus de temps que nous, eh bien elle serait parvenue à un stade d'intelligence et de maîtrise qui pour nous relèverait de la magie ou évidemment de la divinité. Et c'est ça qui l'intéresse. Pareil, toutes ces séquences-là, il finit par ne pas les monter, il y renonce. Autre exemple, le fameux monolithe. Au départ, c'est un tétraèdre. Ensuite, c'est un monolithe, mais en fait, toujours cette idée d'un rectangle, mais c'est une sorte d'écran translucide sur lequel on peut lire les informations qui sont données à celui qui le voit, notamment les singes. Et il se dit, non, l'idée est trop naïve, je laisse tomber ça, et à la place, on va avoir ce monolithe noir, totalement opaque, qui finalement est un immense mystère, et auquel il veut absolument ne pas donner de nom. On remarquera d'ailleurs que le mot extraterrestre n'est jamais prononcé dans le film. Vous l'avez dans le sous-titre français, mais le mot n'est pas du tout prononcé dans la version originale. On parle de forme de vie supérieure, on n'en sait pas plus. On est volontairement extrêmement discret sur ce sujet-là. Les extraterrestres devaient être représentés au départ. C'est la même chose. Il y a eu énormément d'études, de schémas qui ont été faits, de croquis. Et Kubrick pensait au départ faire des extraterrestres qui auraient une taille un peu supérieure à celle des êtres humains, des pieds un peu surdimensionnés. Il pensait notamment aux sculptures de Giacometti. Il se rend compte que finalement, ce n'est pas une bonne idée. Et il élimine toute représentation des extraterrestres. Et cette représentation-là, ces hommes un peu surdimensionnés, on les retrouvera par la suite chez Spielberg, par exemple, dans Rencontre du troisième type, ou dans Abyss, par exemple, de James Cameron. Ce sera fait, mais pas par Kubrick. Et c'est probablement ce qui fait aussi la force du film. Donc tous ces renoncements-là montrent justement la volonté de Kubrick de, à la fois, délester le maximum son film de toute explicitation et donner une part la plus importante possible au mystère. Ce n'est pas le cas, par exemple, du livre. Dans le livre de Arthur C. Clarke, vous avez beaucoup plus d'explications, notamment à la fin, quand le fœtus astral revient, sa présence à proximité de la Terre va faire exploser toutes les bombes nucléaires qui étaient en orbite autour de la Terre. Donc on voit vraiment quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, si vous voulez. Et Kubrick, de toute façon, avait refusé ça dès le départ, dans la mesure où ça faisait une redite par rapport, justement, à la fin du Docteur Folamour. Et il ne veut absolument pas, justement, qu'il y ait de conséquences trop nettes et qu'on puisse fermer les interprétations sur son film. Donc, si on regarde avec ce que Kubrick nous a donné, on a évidemment pas mal de possibilités d'interprétation. La première, c'est simplement que l'Odyssée, c'est une Odyssée de l'évolution humaine, tout simplement, et qui s'inspirerait notamment beaucoup de la théorie du concept de Nietzsche, de l'Übermensch, le surhomme ou le surhumain, où vous avez cette idée que Nietzsche défend, que l'homme serait une transition après l'homme singe, mais en attente de devenir sa prochaine évolution, à savoir le fameux surhumain. En plus, la musique, Also sprach Zarathustra, qui fait ces fameuses 3 notes initiales, évidemment, c'est quelque chose qui renvoie au Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche lui-même. Donc, il y a pas mal de correspondances qui permettent de faire une équivalence et de comprendre que là, il y a une grille de lecture possible. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est évidemment de ne pas limiter simplement le film à une illustration du concept de Nietzsche. Si on regarde la manière dont l'évolution est évoquée, on se rend compte d'une vision assez
assez étonnante, presque sarcastique. Si vous regardez la manière dont l'homme évolue, l'homme de 2001, hein, c'est un homme assez inepte, c'est une sorte de pantin, c'est quelqu'un qui est dénué d'émotions et qui est au service d'une machine, contenue par une machine, donc, qui parle, souvent pour ne rien dire. On reviendra sur cette histoire du langage, mais ce n'est pas quelque chose qui suscite un véritable enthousiasme. Ce personnage, et c'est la raison pour laquelle Kubrick donnait ces indications de non-jeu à ces personnes, à ces acteurs, pardon, ce sont des personnes qui n'ont pas une réelle présence, qui d'ailleurs n'ont pas d'histoire. Et tous les renoncements de Kubrick aboutissent à une sorte d'anti-récit. Hein, si vous regardez les segments, à grands coups d'ellipse, justement, il nous manque des informations, et surtout ces personnages n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas d'histoire, hein, et ils sont des figures assez creuses, surtout Bauman, celui qui va jusqu'au bout du voyage, c'est quelqu'un dont on ne sait absolument rien. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Et donc ces personnages sont uniquement des sortes de figurants, si vous voulez. Autre élément intéressant sur l'évolution, Kubrick nous montre que chaque bond de l'évolution se fait par un recours à la violence. L'outil, hein, l'outil sert à tuer. Hein. Il fracasse ce crâne, puis on voit l'animal qui, en montage parallèle, s'écroule et qui permet justement ensuite non seulement de devenir carnivore, mais aussi de battre la tribu ennemie et de tuer un de ses congénères. Et ce raccord, ensuite, nous mène vers l'évolution de l'humanité. Et les autres évolutions qu'on va voir, c'est aussi celle de la mise à mort, puisque l'ordinateur, l'intelligence artificielle qui s'émancipe, le fait en tuant les humains, à savoir ses propres concepteurs. Donc c'est aussi cette idée que l'évolution n'est pas forcément quelque chose d'extraordinairement enthousiaste, mais qu'elle se paye aussi d'un recours aux instincts primaires de l'homme, qui est aussi celui de la mise à mort. Et donc cet homme-là, lorsqu'il a évolué en 2001, grâce à ce fameux raccord, ce raccord de l'os qui devient le vaisseau spatial à l'intérieur duquel on va retrouver ce stylo qui flotte, toutes ces évocations de l'outil, la maîtrise de l'écriture aussi, bien entendu, pas seulement de l'outil pour frapper, va montrer des hommes qui ont uniquement indexé leur vision de l'évolution par la technique. Et c'est là que ça devient très intéressant. La machine, alors on a évidemment tout ce segment sur le récit avec Hal, la machine c'est le grand sujet du film, et c'est aussi ce qui suscite l'enthousiasme de Kubrick en tant que réalisateur. Vous avez un nombre incalculable de séquences qui montrent la beauté de ces machines, de ces maquettes, de ce jeu de symétrie, et d'une machine splendide qui fonctionne et qu'on va longuement filmer pour justement en magnifier la perfection et le fonctionnement. Et à l'intérieur de cette machine, vous avez la machine ultime qui est HAL. Donc, on a souvent dit que le nom HAL était une référence à IBM, puisque si vous prenez les lettres suivantes, vous avez IBM. Kubrick a dit que c'était un hasard, et qu'en fait, HAL, c'était heuristic et un algorithm, donc heuristique et algorithme qui serait l'acronyme de son nom. En tout cas, cette instance-là, c'est justement le symbole du progrès ultime. HAL, c'est une machine qui est évidemment au sommet, alors déjà de la vision. Ce plan, cet œil rouge, c'est évidemment cette omniscience, il a la capacité de voir partout, même de lire sur les lèvres. Et c'est l'âme du vaisseau, c'est celui qui contient les hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que la vision de l'homme aussi en 2001, c'est un homme qui est souvent un peu ridicule, qui a du mal à marcher, qui justement perd son stylo qui flotte, qui se retrouve dans des fonctions presque régressives. Il mange à la paille ou alors des espèces de purée, il doit lire une notice de 10 étapes avec les toilettes anti-gravité. Donc il y a une façon aussi assez humoristique de le montrer, et de montrer que quand il est dans l'espace, il est dans une position de fragilité, de faiblesse. Il dort souvent d'ailleurs, il bronze artificiellement. Et on est dans une vision qui n'admire pas l'homme, qui en revanche admire la machine. Et l'homme est au service de la machine, il crée la maintenance de la machine d'une certaine façon. Et si vous regardez, toute la manière dont on montre les hommes en 2001, la plupart du temps, on les montre à travers des écrans.
c'est très intéressant de voir comment Bauman et Poole, au départ, se regardent eux-mêmes dans des écrans alors qu'ils sont en train de manger. Ils regardent la rediffusion de leur propre interview et ils se voient à travers des écrans. Les membres de la famille sont aussi vus à travers des écrans. Pour la petite histoire, d'ailleurs, la petite fille dont c'est l'anniversaire était la propre fille de Kubrick qui a été filmée. Et donc, tout est totalement encadré par la machine. Et HAL, c'est celui qui gère et celui qui, justement, propose la perfection en matière de gestion. Et qui, lui-même, en tant que rectangle inerte, pourrait faire référence à ce monolithe, celui qui apporte la connaissance, mais justement, ici, une connaissance illusoire parce qu'elle a été créée par les hommes et qui pense pouvoir s'en remettre à cette machine-là, qui, évidemment, va révéler ses limites. La machine s'émancipe tellement qu'elle accède, justement, c'est la grande question que se posent les gens au départ, est-ce qu'elle a des émotions réelles? Et si elle accède à cette humanité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce que fait l'humain quand il évolue, c'est qu'elle a recours à la déraison, à la passion et donc à la violence. Et à partir du moment où il devient conscient de sa possible faillibilité, il aurait fait une erreur, il va devenir névrosé et il va décider il va perdre ses fonctions et décider de maintenir une mission en tuant tout l'équipage. Et on arrive à un nouveau stade de l'évolution, puisque que va faire l'homme? L'homme va tuer la machine. Et c'est la condition pour pouvoir accéder à l'étape supérieure. C'est-à-dire la mise à mort de la machine, c'est justement accéder à quelque chose qui sera au-delà de simplement le fonctionnement rationnel, et vers quelque chose qui va dépasser la rationalité, et ça, ce sera le stade supérieur en ce qui concerne l'être humain. Et on voit d'ailleurs, c'est intéressant, que c'est avec un tournevis des plus rudimentaires que Bauman parvient à le désactiver. Donc on a ce retour de l'outil, et on peut se demander si le verre qui casse à la fin dans la chambre n'est pas justement cette fin de l'outil, l'homme et l'outil. On arrive au terme de cette interaction quand on va accéder à cette forme supérieure ensuite de l'humanité à travers ce fœtus astral. À partir de là, on voit évidemment, on va quitter cette vision des humains et on va rentrer dans un récit qui va devenir de plus en plus audacieux. Et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question du rapport au langage. Dans le film, on a un film qui est extrêmement lent, qui est extrêmement silencieux. Sur 140 minutes de film, on a 56 minutes de dialogue, ce qui est vraiment totalement inédit. Les 25 premières minutes sont sans dialogue, les 23 dernières minutes sont sans dialogue, et à l'intérieur même de ces séquences, vous avez de très longues séquences dans lesquelles on a vraiment un silence absolu. Ça aussi, grande innovation. Certaines séquences dans l'espace sont dans un silence total. Alors, la musique, évidemment, est très importante. Ça, c'est aussi une des choses auxquelles a renoncé Kubrick. Une partition originale a été écrite de 40 minutes par Alex North, et Kubrick a tout jeté à la poubelle en se disant non, finalement, je vais prendre des musiques existantes. Donc, Strauss notamment, et Ligeti, Penderecki, des musiques expérimentales, donc des musiques extrêmement éclectiques, et un recours à la musique classique qui rentre en opposition avec cette idée justement d'un futur et d'une grande modernité. Donc le langage, c'est l'un des grands absents du film. Si vous regardez dans la première séquence, le langage, ce sont les cris des hommes singes. Pas de langage, c'est un début d'expression. Ensuite, vous avez le langage des hommes, et il est très intéressant de voir à quel point le langage des hommes est totalement inepte. Vous avez de longues conversations, notamment dans le segment consacré à Floyd, qui arrive sur la Lune et qui va sur Clavius, où vous avez des moments où ils passent leur temps à parler pour ne rien dire. Et un discours très lissé, très politique, notamment, avec cette discussion avec les Russes, où on dit j'ai pas le droit de vous en parler, je vous en parle sans vous en parler. Et ensuite, vous avez cette réunion qui n'a absolument aucun intérêt et que Kubrick filme avec un vrai plaisir, on le sent, pour finalement entendre des gens qui n'ont absolument rien à dire. L'être humain de 2001, celui qui maîtrise la technique, il est une forme, si vous voulez, qui fonctionne, mais sans fond. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de questionnement, et surtout,
ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'étonnement. Ces gens-là parlent en discutant, en se demandant si on prend un sandwich poulet ou jambon, et ils sont en train de parler d'une possible forme de vie extraterrestre qui aurait été enterrée il y a 4 millions d'années, et ça ne les dérange pas plus que ça. Donc ce sont vraiment des gens qui sont vides, ce sont des coquilles vides, et ils sont en attente de quelque chose de plus. Et c'est ça qui va être particulièrement intéressant. À partir de là, on a évidemment plusieurs langages qui vont se substituer à celui-là. Donc l'évolution aussi du langage, c'est le langage de la machine, HAL, avec cette voix extrêmement intéressante, très posée, très précieuse, qui est à la fois rassurante dans une sorte de paternalisme et qui très vite va devenir extrêmement inquiétante, puisque avec le même ton, elle va dire évidemment qu'elle prend le dessus et qu'elle élimine les hommes. Et une machine qui justement va aussi montrer les limites de son propre langage. Le langage qui s'ajoute, ça va être évidemment le langage de la musique. La musique chez Kubrick, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pourquoi Kubrick utilise tant la musique? Parce que justement, la musique, c'est un art capable, de manière non figurative, c'est-à-dire sans mettre de mots, de susciter des émotions. Et voilà, le beau Danube bleu permet justement d'avoir une sorte d'enthousiasme du réalisateur quand il voit le futur, quand il le donne à voir aussi aux spectateurs de 1968 en disant voilà, ça pourrait être ça, c'est extraordinairement enthousiasmant, c'est beau, c'est lyrique, mais les hommes qui vivent là-dedans, s'étant totalement indexés à la machine, eux, n'ont plus cette capacité d'émerveillement. Et donc, évidemment, le langage, ensuite, ça va être l'image pure. Et c'est pour ça que 2001 est un film aussi important, c'est parce que c'est un film qui, justement, va essayer de mettre en place un langage purement cinématographique, qui ne va pas s'astreindre à simplement raconter une histoire à travers des dialogues. Le cinéma, il est à la croisée des genres, il emprunte à la littérature, il emprunte à la peinture, il emprunte à la musique. Kubrick veut créer un art qui aurait sa propre façon de parler, vers des images qui sont des images sublimes en matière de tout ce qui donne à voir de la machine, du vide, de l'espace infini, mais aussi des images non figuratives, avec cette fameuse séquence de la Porte des Étoiles, où il a filmé pendant des mois, il a fait des tas d'expériences avec des boîtes en slit scan, mais il a aussi filmé des matières. Il mettait des gouttes sur des produits émaillés pour voir ce que ça donnait. Il filmait ça en très gros plan, il le reprojetait sur des salles géantes pour voir les effets. Et donc on arrive à quelque chose là de totalement expérimental. Et on en revient justement aux interprétations et à l'explication. Kubrick, après 2001, l'Odyssée de l'espace, arrêtera toute promotion de ses films. C'est-à-dire qu'il arrêtera de parler de ses films, il n'accordera plus d'interviews, il ne fera plus d'interventions à la télévision, etc. Parce qu'il estime qu'avec 2001, il a déjà trop dû expliquer. Et il pense que le film perd à justement être expliqué notamment par son créateur. Quand on lui demande d'expliquer le film, il dit « Mais est-ce que vous expliquez une symphonie de Beethoven, par exemple ?» Voilà. Il explique que les mots sont une camisole de force et que certains deviennent extrêmement violents quand on relâche un petit peu cette camisole. Là, il parle de ceux qui ont détesté son film. Et lui, ce qu'il cherche à faire, c'est justement à nous mettre à disposition de ce que pourrait être l'inconnu. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que ce qui compte pour Kubrick, c'est de stimuler nos pulsions par rapport à quelque chose qui serait de l'ordre du mythologique ou de la divinité. C'est la raison pour laquelle il ne nomme pas les extraterrestres, parce que selon lui, justement, il peut y avoir évidemment la question aussi de la religion. Et le film met en contact des gens face à l'inconnu, face à quelque chose qui les dépasse. Et met le spectateur dans une position qui est double et qui est extrêmement ambivalente. La première, c'est celle de l'humilité. Il faut accepter de ne pas comprendre, et selon Kubrick, c'est la raison pour laquelle le film a eu un tel succès. Parce que justement, les gens ne comprenaient pas et avaient envie d'y retourner, et ils se rendaient compte que le revoir n'apportait pas véritablement plus de réponses, mais que l'expérience elle-même d'être face à l'inconnu avait quelque chose de totalement vertigineux. Donc c'est un film qui nous pousse à l'humilité, et on se retrouverait, si vous voulez, un petit peu comme ces singes au départ, c'est-à-dire qu'on se rend compte que quel que soit notre degré d'évolution, on est face à quelque chose qui nous dépasse.
Et Kubrick arrive à mettre ça en image, quelque chose qui nous dépasse. Et d'un autre côté, il nous met aussi en complicité avec ces entités supérieures. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que la manière dont il filme le futur, déjà il permet au public de 1968 de se projeter vers quelque chose qui les dépasse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a depuis longtemps dépassé 2001, mais la fascination reste identique pour un futur qui n'existe pas et qui reste de l'ordre du futur en ce qui nous concerne. Et la manière dont il filme ces plans, notamment avec des grands angles souvent, et puis toute cette séquence de la chambre, à la fin, il ne faut pas oublier que puisqu'on voit ça, nous sommes, si vous voulez, du côté de ces entités qui observent cet homme-là. Et nous avons accès à, justement, cette évolution finale. Donc, d'un côté, on est dans l'humilité face à l'inconnu, et de l'autre, on serait complice de cette intelligence artificielle. On aurait cet enthousiasme-là d'assister à quelque chose qui est après nous, et qui nous dépasse aussi. Et c'est là qu'on en revient à ce que Kubrick a fait, et qui est extrêmement intéressant, c'est que Kubrick, dans son désir permanent de contrôle, et qui a cette approche tellement scientifique, extrêmement détaillée, fait une œuvre d'art. Et l'œuvre d'art, elle permet justement de dépasser le désir de la science. La science apporte des réponses. L'œuvre d'art, elle nous confronte à l'inconnu, et elle nous permet justement de nous rendre disponibles à cet inconnu et d'accéder à une forme de transcendance. Et j'arrête là. Merci de votre attention.